Bonjour les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. La mauvaise nouvelle, c'est que on nous fait croire qu'il y a une pandémie. Ça veut donc dire que nos gouvernants sont mal intentionnés. Finalement, c'est ça, je pense, être complotiste, c'est suggérer l'idée que le papa, la maman que représente le gouvernement, l'autorité est mal intentionnée. Puisque finalement, on est assez nombreux à partager l'idée que des mauvaises décisions sont prises, des décisions catastrophiques pour la vie de milliers, de millions de personnes par le monde. Là-dessus, on est plus ou moins tous d'accord. Mais là où on se divise, là où vraiment il y a des frictions, c'est sur la question des intentions de cette autorité. Entre ceux qui considèrent qu'il y a des bonnes intentions derrière les erreurs et ceux qui considèrent qu'à ce niveau d'erreur, qu'à ce niveau de pouvoir et d'entourage de techniciens, de conseils en tout genre, de stratèges en tout genre, il est difficile encore de croire à de bonnes intentions. Alors il existe ce phénomène étrange et bien connu, selon lequel celui qui porte un message désagréable est considéré comme l'auteur de la réalité désagréable qu'il dénonce. Dénoncer quelque chose, c'est prendre le risque d'être assimilé en fait à cette réalité désagréable qui est dénoncée. C'est ainsi que qualifier quelqu'un de complotiste équivaut quasiment, par association d'idées, à le qualifier de comploteur, comme si celui qui découvrait un complot ou exposait un complot était quelqu'un de tordu, quelqu'un qui cacherait des choses, et que pour voir les choses tordues, il faudrait être un peu tordu soi-même. Disons que c'est le sous-texte, c'est l'ambiance générale qui fait qu'on a du mal à communiquer en ce moment et depuis quelques années maintenant, depuis d'assez nombreuses années finalement, et où cette frontière se creuse entre ceux qui essaient de réinformer et ceux qui ne désirent pas voir des réalités désagréables. Alors il y a des réalités qui sont difficiles à mettre en exergue à cause de ce phénomène-là, mais à cause de bien d'autres stratagèmes qui sont utilisés et mis en place, comme le fait de détourner le sens des mots et d'utiliser un mot pour qualifier une réalité contraire à ce mot. C'est une technique qui est dénoncée ou alors exposée dans le roman d'Orwell 1984. On va détacher le sens des mots de la chose qu'il qualifie, et bien souvent même inverser. J'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Un monde plus injuste, un monde plus intolérant, plus inamicable, un monde où il y avait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie. Évidemment, en vrai, personne ne prône la guerre, personne ne prône la maladie, personne ne prône l'inimitié, les conflits, etc. Et toutes les saloperies finalement sont emballées dans du joli papier et des mots qui sonnent agréablement à nos oreilles. Qui pourrait être contre la science, la connaissance? Qui pourrait être contre le fact-checking, la vérification des sources? Qui pourrait être contre la paix? Personne. Mais si nous n'allons pas voir au-delà des mots, si nous n'allons pas voir au-delà des apparences, ou au-delà des concepts même, si nous restons dans le monde intellectuel et imaginaire de l'imagination, il nous est impossible d'atteindre cette réalité et cette vérité que nous cherchons. Du 11 au 13 novembre 2020 s'est tenu à Paris
le Forum sur la paix, avec les plus grands pacifistes entre guillemets de la planète. Ceci dit, la couleur est annoncée. Le Forum de Paris sur la paix est un acteur, est une plateforme pour l'avancement des solutions de gouvernance mondiale. Avec un joli logo qui me fait un peu penser au logo de la Semaine européenne pour la réduction des déchets. Amusant. Alors, le Forum de Paris pour la paix, c'est donc une réunion pour trouver des solutions pour l'avancement de la gouvernance mondiale. Où il s'agit bien évidemment de rebondir vers un monde meilleur, évidemment. Voici la mission que se donne ce Forum pour la paix. Contribuer à résorber le déficit de gouvernance. 6 thématiques majeures. Donc la première, on englobe paix et sécurité. Ce sont des mots qui vont devenir synonymes. Le développement, donc on parle bien sûr de développement économique, on ne va pas parler de développement spirituel ou affectif évidemment. L'environnement, évidemment les nouvelles technologies. Économie inclusive, c'est tout le programme du développement durable. Culture et éducation, qui pourrait être appelé aussi endoctrinement si on avait l'esprit mal tourné, si on était complotiste. Alors voici les partenaires privilégiés de ces nobles objectifs. L'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OSCE, l'Union européenne, etc., qui, comme chacun sait, sont des institutions altruistes, désintéressées, pleines de sagesse. Nous rassemblons tous les acteurs de la gouvernance mondiale. Nous facilitons la création de coalitions hybrides en mobilisant à la fois les protagonistes traditionnels et les nouveaux acteurs de cette gouvernance, États et organisations internationales, mais également ONG, entreprises, agences de développement, fondations, organismes philanthropiques, alors ça c'est tous les intérêts privés, groupes religieux, associations, think tanks, universités, sociétés civiles. Chaque année, du 11 au 13 novembre, date qui n'est pas choisie au hasard, nous mettons la gouvernance mondiale à l'agenda des dirigeants et de l'opinion publique. Nous invitons des organisations publiques et privées du monde entier à présenter leurs projets de gouvernance. Donc vraiment, cette gouvernance mondiale, ce sera comme on appelle un partenariat public-privé. Les frontières étant déjà extrêmement floues entre le public et le privé, à l'avenir, elles auront tendance à s'effacer de plus en plus. Quelques projets ont été sélectionnés cette année, mais je crois que le plus important et surtout l'urgence, c'était de se pencher sur l'information et la propagande autour du Covid-19. Attention, ils ont mis le Covid-19, ils auraient dû mettre la Covid-19. Donc, dans la rubrique paix et sécurité, le projet se nomme Communauté mondiale de lutte contre la désinformation, porté par la France, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le bureau de l'ambassadeur pour le numérique. Ce projet vise à renforcer la régulation du cyberespace pour identifier les fausses informations, puisque évidemment le ministère des Affaires étrangères français détient la vérité. Donc fort de cette vérité, il peut pointer les fausses informations. Donc en standardisant les pratiques comme la terminologie, on dit la Covid et non le Covid, quand on veut montrer à quelle caste on appartient,
les indicateurs d'analyse et la méthodologie de travail en proposant des outils techniques. Ce projet permet de fédérer tous les acteurs qui luttent contre la manipulation de l'information. Tous nos amis les débunkers. Cette méthode permettra également de rééquilibrer le pouvoir vis-à-vis des opérateurs de réseaux sociaux. Dans le cadre des élections européennes de 2019, une équipe dotée de capacités techniques a été mise en place pour développer des outils libres, ouverts et collaboratifs de détection et d'analyse. Il y a une intelligence artificielle qui va détecter les fausses informations. C'est formidable. Les utilisateurs sont encouragés à à contribuer et faire évoluer les outils et les méthodes. Dans les autres projets, on retrouve ce projet ID 2020 qui est porté par les USA. ID 2020, vous savez, c'est un projet d'identification numérique, de numérisation de l'identité. Donc, ce projet travaille en partenariat avec l'International Rescue Committee et iRespond pour fournir des cartes d'identité numérique portables, protégeant la vie privée, bien sûr, et centré sur l'utilisateur aux réfugiés de camp de Mai en Thaïlande. Donc ils font leur test en fait de numérisation de l'identité dans les camps de réfugiés, sympa. L'ID numérique de santé utilise la reconnaissance de l'iris et la chaîne de blocage pour permettre aux résidents de contrôler leurs propres informations personnelles. Dis donc, c'est sympa ça, y compris les dossiers médicaux, et ainsi faciliter une plus grande continuité des soins, bien sûr, tout en protégeant leur vie privée, évidemment dans le camp, et les cliniques externes. Plus de 10 000 résidents du camp seront inscrits d'ici novembre 2020 avec bien sûr leur autorisation, avec leur consentement évidemment. Hein. Et ID 2020 met en œuvre une approche similaire d'identification numérique au Bangladesh, ça doit aussi être des gens qui sont volontaires, j'imagine, qui donnera aux enfants une carte d'identité médicale numérique au moment de leur première vaccination. Sympa. Alors dans la rubrique développement économique, on n'est pas dans la rubrique santé, nous avons le Gavi COVAX AMC, un projet international qui nous vient de l'Alliance pour la vaccination. Le mécanisme COVAX Facility est en cours de développement pour encourager différents acteurs à l'échelle globale à mettre en commun la demande et les ressources pour soutenir l'achat de vaccins contre la Covid-19. Le COVAX Facility impliquera des donateurs publics et privés, des fabricants de vaccins et des chercheurs, donc des gens totalement désintéressés, et vise à distribuer le vaccin à tous les pays impliqués, allant des pays à revenus élevés à ceux à faible revenu. Sympa. Même les pauvres, en fait, pourront recevoir leur dose de poison. L'objectif est de récolter les 2 milliards de dollars nécessaires à la fin de l'été, ce qui sera suffisant pour que les gouvernements participants vaccinent 20% de leur population. Le Gavi COVAX AMC a été inspiré par un précédent engagement de marché anticipé très réussi pour les vaccins anti-pneumococciques. Alors on a beaucoup de projets aussi autour de l'égalité des femmes, du sexisme, et donc par exemple on a des projets, par exemple le projet GIS Data Lab qui promeut l'utilisation efficace, équitable et responsable des données numériques pour le développement durable. Ah oui, alors développement durable c'est un truc, bon faudrait faire toute une vidéo là-dessus, c'est vraiment un projet très important qui renferme des aspects vraiment totaux, c'est un projet totalitaire en fait, un projet total. Mais là ce projet international GIS Data Lab, il prévoit de développer un modèle pour estimer et potentiellement prédire la probabilité et l'étendue de la violence sexiste dans les départements, les communautés et potentiellement les ménages à travers le Mexique. Donc c'est-à-dire qu'à travers vos datas, un algorithme va calculer la probabilité pour que votre mari soit sexiste et pour évidemment
intervenir de manière préventive avant qu'il soit violent. C'est formidable. Que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de toute gouvernance, il est question de mettre l'intelligence artificielle au centre. C'est vraiment un objectif très important. Comme ce projet qui analyse l'impact de l'IA dans le but d'influencer le débat sur sa gouvernance. Donc, il y a vraiment l'idée que cette gouvernance mondiale sera basée ou serait basée sur l'intelligence artificielle, comme si c'était une intelligence en fait sortie de nulle part, qui avait son autonomie, qui n'était pas programmée selon des paramètres, selon les paramètres choisis par le programmateur. Avec ce projet, The International Fact-Checking Network, on voit que s'organise de plus en plus la désinformation, la propagande internationale, et disons que l'information libre et indépendante va de plus en plus être serrée, va de plus en plus être encadrée. Tous les projets vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y aura la vérité officielle et tous ceux qui feront un pas de côté seront désignés comme potentiellement dangereux pour la cohésion sociale. Voilà, je m'arrête là. Il y a encore beaucoup d'autres projets qui vont à peu près tous dans le même sens. Allez faire un tour sur ce site parispeaceforum.org. Vous y retrouverez toutes les informations que vous cherchez sur les programmes en cours et la programmation à venir selon, je pense, l'agenda 2030 de l'ONU. Alors que faire? C'est une question majeure que je me pose au quotidien. Que faire? Que faire? Et avec le temps, je me rends compte petit à petit qu'il est vraiment difficile de donner des conseils d'action puisque nous sommes tous à des places différentes dans la société, dans notre famille, dans notre ville, etc. C'est la raison pour laquelle je pense il est difficile de songer à des consignes générales, à des consignes, à des conseils qui pourraient s'appliquer à tout le monde. Il me semble que chacun, à l'endroit où il se situe, a un rôle à jouer, il a quelque chose à faire en fonction de ce qu'il est et de l'endroit où il se trouve. Par exemple, dans une certaine situation, il sera très utile d'enlever son masque pour montrer l'exemple et pour pousser les autres à faire de même, tandis que dans une autre situation, il sera très utile de porter un masque pour entrer en contact dans un groupe avec certaines personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble les consignes, les conseils généraux ne peuvent pas vraiment s'appliquer. Donc c'est à chacun en fait de se poser la question au quotidien et de retrouver des solutions aussi en fonction du contexte, d'être souple, d'être fluide, d'être toujours à l'écoute, d'être toujours tourné vers l'intention de bien faire, de rechercher le bien, de rechercher la sagesse. Et ce bien et cette sagesse ne sont pas réductibles à un acte unique pour tous et en toutes circonstances. Donc voilà, je vous engage, si je peux vous donner un conseil, je vous engage à faire cette démarche pour vous-même et cette remise en question permanente sur quelle direction prendre, quel choix faire au quotidien pour essayer d'infléchir cette dictature mondiale qui est en train de se mettre en place. Chacun a sa place, chacun a l'endroit qu'il occupe, dans les fonctions qu'il occupe, dans sa nature, etc. Je pense que c'est finalement la seule solution durable, sage,
que je puisse vous proposer, puisque quand on montre des problèmes, il faut lancer aussi des pistes de solutions. C'est un peu mécanique, c'est un besoin, on va dire, physiologique de l'esprit humain. Donc ce sera ma solution et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut!